La grève nationale des commerçants, largement suivie en France, une satisfaction pour les détaillants et producteurs. Ils pensent se retrouver demain dans le bureau de M. Chirac. Premier échange de prisonniers ce matin au Proche-Orient par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, tandis que les casques bleus occupent aujourd'hui de nouveaux postes de contrôle. À l'Assemblée nationale, c'est le téléphone qui sera sur la sellette avec le budget des PTT, après l'équipement et le tourisme. Sport, handball, Dijon est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe après avoir battu une formation autrichienne. Basketball, Bagnolet bat une équipe polonaise et ira en huitième de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Lundi, chez Drouan sera décerné le Goncourt, un prix sur lequel on se pose beaucoup de questions. Face à face dans notre journal, Armand Lanoux et Yvan Audouin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La plupart des boutiques en France, et surtout dans les grandes villes, sont donc fermées pour la journée. Des exceptions toutefois, les distributeurs de journaux, afin de permettre la diffusion de l'information, les pharmacies et les magasins à succursales. Grossistes et producteurs devaient aujourd'hui vendre directement leurs produits dans la rue. Mais ils y ont renoncé après l'annonce probable de l'entretien demain de M. Chirac avec les représentants de toute la chaîne alimentaire, producteurs, grossistes et détaillants. Le ministre de l'Agriculture ne pourra prendre des décisions en matière de taxation des prix. Il faudra pour cela attendre le retour de M. Giscard d'Estaing, actuellement en Malaisie, où il se préoccupe du commerce extérieur français. Toutefois, M. Chirac pourra faire au gouvernement éventuellement des propositions et transmettre celles de l'ensemble des professionnels. Notons d'autre part, simple effet du hasard d'ailleurs, que le président de la République reçoit aujourd'hui à déjeuner les dirigeants des 4 grandes organisations agricoles. Mais faisons maintenant le point sur la grève des commerçants à Paris et en province. La grève générale décidée par les commerçants est largement suivie. Première conséquence, les ménagères françaises ont eu beaucoup de mal ce matin à faire leur commission. Voici d'ailleurs le visage que présente un quartier de Paris aujourd'hui. Les boucheries, les charcuteries, les boulangeries ont leurs portes fermées ou leurs rideaux baissés. Les terrasses de café sont vides, les restaurants n'ouvriront pas ce midi et les stations de service restent sans pompistes. Spectacle inhabituel, atmosphère de ville morte, c'est le nom donné par les petites et moyennes entreprises à cette journée. À noter que des commerçants ont fermé d'abord pour ne pas se singulariser, mais peut-être aussi par crainte de réactions hostiles de la part d'autres commerçants. En revanche, sont restées ouvertes les pharmacies, les grandes surfaces, certains magasins à succursales multiples et les marchands de journaux. Une curieuse note de vie dans des rues habituellement animées. Ainsi, on a fait la queue aux rares étalages de fruits et légumes. Quelques agents de police surveillaient aux abords des rues marchandes, mais aucun incident n'a été signalé à Paris. Toujours dans la région parisienne, 2 rassemblements cet après-midi. L'un devant l'Opéra, à l'appel du Sidunati, l'autre à Rungis, à l'appel de la Chambre syndicale des détaillants en fruits et légumes. Il s'agira ici de décider de la poursuite ou non de la grève. Un élément nouveau, la proposition de Jacques Chirac. Le ministre de l'Agriculture accepte de recevoir vendredi les producteurs auxquels se joindront les représentants des commerçants. Une condition cependant, que la grève soit suspendue. La grève a été également suivie dans le reste de la France. Notre station régionale de Clermont-Ferrand nous indique que la grève est suivie à 85% dans la région Auvergne. Les rues, comme vous le voyez, sont également désertes. Sur les 22 supermarchés que compte la région, 5 seulement sont restés ouverts. À Toulouse, légère animation dans le centre de la ville où sont concentrés la plupart des magasins à succursales multiples. Les détaillants en fruits et légumes sont également ouverts après 3 jours de grève. Mais dans l'ensemble de la ville, le même spectacle de rues désertes. Le Sidunati a tenu une permanence sur un parking municipal
généralement utilisé par un magasin à grande surface. Animation, en revanche, à Strasbourg. Le commerce alimentaire, comme les autres boutiques, était ouvert ce matin. Les commerçants du Bas-Rhin sont appelés à ne fermer qu'à partir de 17 h. Seuls les tabacs et les garages avaient reçu un mot d'ordre de fermeture pour toute la journée. Faire des PTT une entreprise performante, changer les rapports entre l'administration et ses usagers, les remplacer en revanche par ceux d'une grande entreprise avec ses clients, telle est la préoccupation de Hubert Germain, ministre des Postes et Télécommunications. 11 milliards de francs d'investissement nouveaux, un budget de fonctionnement des services atteignant 28 milliards et demi de francs, dégage un excédent d'exploitation de 1,5 milliard. 3 600 emplois nouveaux seront créés, une perspective, un emprunt, qui permettra de couvrir un besoin de financement qui s'élève à 4 milliards 630 millions de francs. Le ministère des PTT doit moderniser ses services. Deux moyens, l'automation et l'informatique. Premier exemple, les centres de tri manuels laissent la place aux centres automatisés. Orléans-la-Source, ici, nous permet de voir le tri des lettres, sans aucune intervention humaine. Demain, même les enveloppes manuscrites seront lues par la machine, mais il faudra réapprendre à écrire. 57 centres seront ainsi transformés. Autre aspect, protéger l'irremplaçable facteur et le convoyeur de fonds que menace la recrudescence de la délinquance. Pour cette raison, 20 millions de francs seront affectés à leur sécurité. Le tri automatique des colis est déjà réalité au centre de Paris-Brune, Austerlitz et aussi à Nantes par exemple. Cette technique, qui sera progressivement développée, permet aux paquets d'aller d'un point à l'autre de la France, guidés seulement par des robots. Les chèques postaux. Là encore, l'informatique entre dans les centres. Marseille, Paris, Lille et Lyon seront bientôt complètement équipés sur ordinateur. Mais le gros problème reste le téléphone. Il faut, pour combler notre retard, atteindre d'ici à 1978 le cap des 12 millions de lignes principales. 1974, 1 250 000 équipements nouveaux sont commandés et installés progressivement. Ce chiffre marque une progression de 39% par rapport à cette année, mais cela ne suffira pas encore à donner la tonalité aux Français qui attendent le téléphone. Réunion du comité directeur du Centre Démocratie et Progrès, l'une des trois familles de la majorité. Le gouvernement, y a-t-on dit, donne trop l'impression de ne pas maîtriser les événements, avant de reprocher aux Français leur incivisme, qu'un véritable dialogue précède de véritables décisions. Michel Rocard dans le prochain numéro de Tribune Socialiste. Nous sommes parmi les pays capitalistes celui qui a eu la politique la plus scandaleusement tolérante à l'égard de toutes les spéculations, notamment dans le secteur foncier. La responsabilité de la puissance publique dans l'inflation est écrasante. Les premiers prisonniers de la dernière guerre du Moyen-Orient ont retrouvé ce matin leur pays. Ce sont d'abord les blessés que la Croix-Rouge internationale rapatrie. L'accord est intervenu hier entre Égyptiens et Israéliens et il a rencontré de bons échos à Tel Aviv et au Caire. C'était l'un des 6 points contenus dans le texte signé la semaine dernière. Un autre est en train d'être appliqué, la mise en place des forces de l'ONU, les casques bleus, au poste de contrôle sur la route Le Caire-Suez. On ne parle pas pour l'instant encore du retour des forces aux lignes du 22 octobre et ce sera l'un des points délicats avant la conférence de la paix qui devrait se tenir au mois de décembre à Genève. Dans l'immédiat, en tout cas, on annonce la date du prochain sommet arabe, le 26 novembre prochain à Alger. C'est une initiative de l'Égypte et de la Syrie notamment. Mais voyons comment se déroulent les échanges de prisonniers. C'est enfin le premier pas vers la paix au Proche-Orient. L'échange des prisonniers de guerre israéliens et égyptiens a donc commencé ce matin. L'Égypte a libéré 26 prisonniers, Israël 44, en priorité les blessés. Et c'est la première fois, sans doute, depuis qu'Israël existe, que des avions, même s'ils sont affrétés par la Croix-Rouge, relient directement le Caire à Tel Aviv, une liaison qui pourrait avoir valeur de symbole.
Nous n'avons pas encore reçu les images de ces premiers échanges, mais les informations qui nous parviennent du Proche-Orient précisent que tant du côté arabe que du côté israélien, les soldats pleuraient de joie. À l'aéroport de Tel Aviv, des familles attendaient. Elles ont vu s'envoler des blessés égyptiens. Ils tenaient chacun à la main une édition du Coran que leur avait offert le maire arabe de la ville d'Hébron. 2 heures plus tard, ces mêmes familles voyaient débarquer de l'avion de la Croix-Rouge les premiers Israéliens accueillis par les généraux Dayan et David El-Hazar. J'espère de tout mon cœur, a dit le général Dayan, que nous pourrons continuer à régler nos différends comme des êtres humains sans canons, ni chars, ni bombardiers. L'échange des 8500 prisonniers arabes contre les 440 Israéliens détenus en Égypte durera au moins une semaine. Ici, au kilomètre 101 de la route Suez-Le Caire, les pourparlers vont continuer. Des équipes spéciales, tant israéliennes qu'égyptiennes, vont parcourir maintenant les champs de bataille pour retrouver les corps des soldats disparus. Quant à la Syrie, elle aurait décidé enfin de libérer aussi les quelques 100 prisonniers israéliens qu'elle détient, et cela après que le général Dayan eut accepté que les 15 000 civils qui s'étaient enfuis du Golan puissent retourner chez eux. Proche-Orient toujours, les États-Unis suspendent leur pont aérien vers Israël. Mis en place le 8 octobre dernier, ce pont aérien a permis d'acheminer 22 000 tonnes de matériel de guerre destiné à compenser les lourdes pertes subies par Israël dans les premiers jours de la guerre du Kippour. Côté soviétique, on ignore si leur pont aérien vers la Syrie et l'Égypte sera maintenu ou non. Paris entretient Cisco Jobert. Pendant 3 quarts d'heure hier soir, le secrétaire d'État adjoint américain a informé le ministre français des Affaires étrangères de la situation au Proche-Orient après la signature de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Égypte. Tokyo rencontre Kissinger Aishi, le ministre japonais des Finances. Les 2 hommes ont évoqué la crise pétrolière. M. Aishi a présenté un exposé complet sur les conséquences des restrictions pétrolières imposées par les producteurs arabes sur l'industrie japonaise. Autre problème abordé, la réforme du système monétaire international et les relations commerciales entre les 2 pays. M. Kissinger rencontre en ce moment même le Premier ministre japonais, M. Tanaka. Il regagnera Washington ce soir. Qui regardaient hier à la télévision le mariage de la princesse Anne ont dû revoir avec nostalgie des images de Londres qui leur sont familières. Chaque année, 20 000 jeunes découvrent la Grande-Bretagne accueillis par une famille anglaise. 698 lycées français sont jumelés avec des écoles anglaises afin de faciliter ces échanges. On est arrivé en Grande-Bretagne, les familles sont venues chercher à l'aéroport, on s'est chacune réparties dans une famille, dans nos familles respectives. Et on a mené finalement la vie de la fille qui fait partie de la famille, qui elle menait la même vie que nous on menait en France. Il n'y a que le voyage à payer, il n'y a pas d'organisme à payer, il n'y a pas de famille à payer, simplement ils ont à sortir l'étrangère un petit peu plus qu'ils le feraient pour leur propre fille. Et il y a la nourriture, mais la nourriture, ils la donneraient à leur propre fille ou à leur propre fils. Donc c'est très avantageux du point de vue financier. Bon, on a été un peu déstabilisés par le mode de vie, parce que c'est pas du tout, ils n'ont pas du tout les mêmes horaires de déjeuner, etc. Ils se couchent beaucoup plus tard que nous. Ils se lèvent plus tard aussi, en fait, parce qu'on commençait les cours vers 9h. Ils sont obligés d'assister à tous les cours, même des cours de maths. Ah bon. Les cours de maths en anglais, ça représente une certaine difficulté. À partir de quel âge est-il souhaitable d'envoyer son enfant en Grande-Bretagne? Les opinions sont très partagées. Moi, personnellement, je pense que le plus tôt possible, dès la 5e. Les séjours linguistiques ont pour but de mieux faire connaître aux écoliers l'histoire et la civilisation du pays dans lequel ils sont accueillis. En Angleterre, le respect des traditions, le sens de la fête, l'amour des costumes surprennent toujours un peu les jeunes Français. Est-ce que les élèves ont un uniforme en classe? Oui, elles ont un uniforme, une jupe bleue, un chemisier blanc, une cravate, un pull. Et l'uniforme est obligatoire? Oui, là, ça alors, il est vraiment obligatoire. Nous, on était obligés de se mettre en jupe, sans ça, c'était la... Oh là là, le scandale. Il est très bénéfique pour eux d'aller en Angleterre, bien sûr, d'abord pour l'accent, et puis ensuite pour la compréhension de la vie britannique, qui est très important qu'ils aillent en Angleterre. Malheureusement, les demandes très importantes ne peuvent pas dans l'immédiat être toutes satisfaites. Pourtant, ces échanges scolaires sont appelés à se développer de plus en plus en Europe. Ils permettent aux écoliers de mieux connaître les pays dont ils apprennent la langue et l'histoire.
Moi, le meilleur souvenir que j'ai gardé, c'était surtout la nature. Ils ont un respect de la nature absolument formidable que les Français n'ont pas. Et ils respectent la nature, c'est très beau. Et votre plus mauvais souvenir? La nourriture. Sandy Pousseau archicomble à Dijon pour le match retour des huitièmes de finale de Coupe d'Europe entre le CSL Dijon à droite en blanc et les Autrichiens de Krems. Battus d'un but au match aller, les Bourguignons ont pris une éclatante revanche. Au début du match, les deux équipes faisaient jeu égal, mais à partir de la 12e minute, Dijon allait se libérer et les supporters par la même occasion. À la mi-temps, Dijon menait 12-7. Les 1800 personnes compressées dans la salle étaient déjà rassurées. La seconde période verra un véritable cavalier seul de Dijon. Krems restera 18 minutes sans marquer un seul but, pendant que Dijon en marquait 8. L'équipe autrichienne, il faut le dire, était tout de même assez médiocre. Mais plus que le résultat final, 24-12, c'est la signification de ce match qu'il faut retenir. L'équipe du Cercle Dijonnais est composée de véritables copains, tous véritables amateurs. Après le titre de champion de France, considéré par beaucoup comme un accident, les Dijonnais accèdent au quart de finale de la Coupe d'Europe. Les supporters de l'Alsace de Bagnolet auront décidément tremblé jusqu'à la dernière minute de la rencontre qui opposait hier soir leur équipe aux Polonais de Wrocław en match retour des 16e de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Battus de 7 points au match aller, les joueurs parisiens ici en blanc à gauche avaient en principe devant leur public une tâche tout à fait à leur portée. La preuve en était faite au cours de la première période, dominée par une équipe de Bagnolet en verve, qui atteignait la mi-temps avec un avantage de 14 points. La cause paraissait entendue. Et pourtant, de manière un peu inexplicable, les joueurs de Bagnolet, subitement paralysés et maladroits, allaient frôler la catastrophe. À 2 minutes de la fin, l'écart n'était plus que de 8 points en faveur de Bagnolet, rien n'était encore joué, et il fallait un sursaut de Longueville et de Reading sur les dernières balles pour que l'Alsace de Bagnolet, vainqueur 92-81, arrache sa qualification pour un 8e de finale qu'il opposera à l'Étoile Rouge de Belgrade, une tâche autrement difficile. Les voici donc en France. Ils sont américains, ils n'ont pas les cheveux trop longs, ils ne se droguent pas, ils sont bien propres et bien repassés, ils se couchent tôt et leur maman borde leur lit. Les Osmond Brothers, puisque c'est leur nom, veulent ainsi rassurer et concilier les générations en se présentant comme les anti-Rolling Stones. La majorité silencieuse en Amérique y reconnaît sa voix, leur public français y retrouvera-t-il la sienne? C'est à Paris que prendra fin leur tour de France, aseptique et si bien intentionné. Concours 1972 a été attribué au 5e tour à Jean Carrière pour son roman L'épervier de Maheu. Vous l'avez bien entendu, 1972, ce n'est pas encore le Goncourt de cette année, il ne sera décerné que lundi. Mais c'est ainsi que chaque année, le nom du lauréat est annoncé après une longue délibération au restaurant Drouan. Ensuite, eh bien, c'est la gloire pour l'auteur, une gloire parfois éphémère, mais s'il sait gérer son capital, en tout cas, cette gloire le met à l'abri des problèmes financiers pour un certain nombre d'années. C'est d'ailleurs l'un des aspects qui provoque régulièrement des commentaires sur le Goncourt. Pourquoi toute cette publicité sur un livre, sur un homme et pour une maison d'édition? Avec nous, un membre du jury Goncourt, Armand Lanoux, et puis un homme qui pose généralement ses questions sans détour, il est journaliste, écrivain, réalisateur, Yvan Audouard. Mais d'abord, France Nespo, qu'est-ce que le Goncourt et puis pourquoi aujourd'hui Armand Lanoux et Yvan Audouard? Eh bien, le Goncourt pourrait commencer un petit peu comme l'histoire d'un conte de fées. Disons qu'il y a eu deux frères, Jules et Edmond, qui en 1903 ont décidé par testament de créer un prix littéraire qui devait être un encouragement à un jeune auteur au talent prometteur. Ce prix a 70 ans cette année, puisqu'il a donc été créé en 1903. Et
nous avons réuni ici Armand Lanoux, qui est le secrétaire général du jury Goncourt, et Yvan Audouard, pour essayer de retrouver un petit peu les questions essentielles que le public se pose, car ce public est partie prenante dans l'histoire du prix Goncourt. Si je vous dis que, par exemple, le tirage du livre de Carrière l'année dernière avec l'épervier de Maheu a avoisiné les 400 000, 450 000 exemplaires. Plus encore même. Plus encore. Oui. C'est parfait. C'est dire que le public est précisément intéressé. Alors, je voudrais que M. Audouard et M. Lanoux prennent en main un petit peu le débat à travers peut-être le retour de M. Salacrou, qui avait quitté le jury Goncourt avec un certain éclat il y a quelque temps. Bien, écoutez, si vous voulez, je commence pour faire une petite précision. C'est une création, en effet, d'Edmond Goncourt, plus précisément, puisque son jeune frère était mort bien avant, il était mort en 70, et c'était une extraordinaire opération de public relations. Edmond Goncourt n'a jamais accepté l'idée de la mort de son jeune frère, qu'il aimait plus qu'un frère. Et pour compenser, il s'est demandé comment l'éterniser. Et éterniser pour un écrivain, ben, ça signifie conquérir la postérité. D'où la fabrication d'une machine de guerre extraordinaire. C'est l'Académie Goncourt, la Société littéraire des Goncourt, qui sera créée et permettra de porter le nom des Goncourt dans le futur. Avec une bombe à retardement prévue pour 20 ans, qui est le journal des Goncourt, et qui en réalité attendra en définitive un demi-siècle, et accessoirement, le prix Goncourt. Le prix Goncourt ne faisait partie, dans l'esprit d'Edmond de Goncourt, que de l'arsenal logistique avec lequel ils allaient conquérir l'avenir. Sur ce point-là, ils ont réussi. Yvan Audouard, vous n'êtes pas prix Goncourt? Non, mais je peux l'être. Vous savez, tout le monde peut être prix Goncourt. Vous savez, Julien Gracq a écrit qu'il ne voulait à aucun prix être prix Goncourt. On le lui a donné quand même. Il l'a refusé. Ben, il est prix Goncourt, quoi. Mais on peut dire d'ailleurs, sans faire trop de compliments, que tout au moins avec un de ses livres, Yvan Audouard l'aurait mérité. Ça, c'est très brave. Mais enfin, le problème est assez sérieux. Moi, je suis venu ici aujourd'hui surtout pour m'instruire. Parce que il paraît que le Goncourt, c'est une chose sérieuse. Moi, je le vois de l'extérieur. De l'extérieur, ça me paraît, si vous me passez l'expression, qui n'est pas très académique, ça me paraît une vaste rigolade. Ah, mais nous ne sommes pas académiques. Nous ne sommes pas partenaires. Je ne sais pas, mais enfin, vu de l'intérieur, il y a des problèmes qui doivent se poser et que peut-être vous allez m'aider à résoudre. Oui, je comprends d'ailleurs, la position, disons que nous n'échappons pas à une certaine forme d'absurdité qui est due à 80 ans de notre histoire, et particulièrement à l'absurdité économique de notre époque. Il faut bien penser que les Goncourt avaient comme idée de mettre à l'abri du journalisme, ce qui était leur bête noire à ce moment-là, ou des travaux de librairie, ce qui était peut-être pire encore dans leur esprit, un certain nombre d'écrivains authentiques qu'ils auraient choisis eux-mêmes, puis qui se seraient cooptés après, et cela afin qu'ils soient tranquilles. Et pour cela, il leur avait donné une rente de 6 000 francs par an. Pour donner une petite idée à nos téléspectateurs de ce que cela signifie, il faut multiplier au moins par l'indice 5, et pour certaines choses, l'indice 5, 6, enfin, ça fait au moins 30 000 francs par an. Et comme je reprends le même adverbe, accessoirement, il donnait tous les ans une bourse, un prix. Ce prix, c'était le fameux prix Goncourt. Et le fameux prix Goncourt, il était de 5 000 francs. Il est resté de 5 000 francs anciens. Et la pension, en quelque sorte, donnée au Goncourt est restée, elle aussi, de 6 000 francs anciens. Mais il s'est produit une valorisation extraordinaire parce que la librairie a pris la maladie du best-seller, il y a eu la concentration, il y a eu la formation d'espèces de blocs de plus en plus puissants pour conquérir des marchés, et on voit maintenant une probabilité de vente du prix Goncourt, vous l'avez vu tout à l'heure, probablement actuellement elle est aux alentours de 3 000 exemplaires, quelle que soit la personne que nous allons désigner lundi. Là, il s'agit de l'aspect économique. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas académique, mais vous êtes quand même sérieux. Alors quel est l'aspect aujourd'hui sérieux du Goncourt? Non, mais l'aspect sérieux, je crois que c'est moi qui vais me donner. Parce que
tout de même, voilà, imaginez une automobile, vous enlevez les pneus, vous enlevez la carrosserie, vous changez de moteur et vous conservez le même nom de la marque. C'est le fameux couteau de Jeannot. Mais c'est ça, c'est la définition même de l'humour, c'est un couteau sans lame qui manque le manche. Bon, mais c'est la définition du Goncourt, n'est-ce pas? Il y a le testament des Goncourt, bien sûr. Bon, il date de 96, même pas de 1903, il a été ouvert à la mort d'Edmond de Goncourt, ils ont dû mettre 7 ans pour arriver à se mettre d'accord, ça a été compliqué. Oui, il y a eu des questions juridiques aussi. C'est cela. Alors, en 1903, on a exécuté les volontés d'Edmond et Jules de Goncourt. Bon, ces volontés, c'était de couronner un livre de jeunes, un livre original, un livre qui manifestait des tentatives nouvelles et hardies, tant dans la forme que dans le fond. Bon, alors, quand même, soyons sérieux, c'est-à-dire entrons dans le concret. Ça a mal commencé. En 1903, prix Goncourt, Jean-Antoine No. Bon, contre lui, Charles-Louis Philippe. C'était quand même mieux Charles-Louis Philippe. Et à la même époque, il y avait, je prends mes lunettes, qui aurait pu avoir le prix Goncourt. Il y avait Léoto, il y avait Gide, il y avait Francis Jammes, il y avait Paul Fort. Il y avait des gens de ce genre. Bon, non, mais, je vous en prie. En plus, ce prix d'une indépendance destiné justement à être un prix honnête. Vous savez, les Goncourt, les critiques n'ont pas été très gentils avec eux, l'Académie française n'a pas voulu d'eux. Alors, ils ont créé cette société littéraire, je vous sais gré, ça s'appelait une société, vous l'avez appelé, enfin, vos successeurs vous l'appelez une académie. Ils pensaient aussi à l'Académie française. Vous voulez pas d'intrigue, rien de premier prix, Jean-Antoine No, et le président dit, mais voyez, c'est un monsieur Gavi de la province, il habite Saint-Tropez, personne d'entre nous ne le connaît. Il ne s'appelait pas No, il avait un nom que j'ai oublié. Il était le frère du secrétaire de Maurice Donnet, qui était l'ami du président du Goncourt. Et tout ça est historique. Vous me direz que c'est le Goncourt de 1903, alors je voudrais savoir ce qui s'est passé depuis. Je dis simplement que ça a pris un très mauvais départ. D'abord, le mauvais départ n'est pas tout à fait aussi juste que cela, parce que j'ai eu la curiosité de relire le No en question. Eh bien, ça n'est pas un mauvais roman. Oui, Charles-Louis Philippe, j'ai eu la chance d'habiter dans l'île de Saint-Louis, dans la chambre qu'il occupait, et il avait laissé ses ouvrages. Maintenant, je préfère évidemment Charles-Louis Philippe. Mais regardez le résultat, Bubu de Montparnasse, on croit que c'est de Carco, parce qu'il il a été académicien Goncourt, alors que c'est de Paul Charles-Louis Philippe. Oui, mais Charles-Louis Philippe était un très grand écrivain. Si je peux me permettre, si nous revenions aux préoccupations actuelles, justement, je parlais tout à l'heure du retour d'Armand Salacrou. Oui, on y est alors. Et je crois qu'il y a eu justement quand même quelques pressions, on peut dire inadmissibles au sein du jury. Et je voudrais savoir s'il y a un Goncourt New Look maintenant. Écoutez, reprenons les choses. D'abord, primo, une déclaration de principe. Nous n'avons pas le sentiment qu'à tous les coups, nous allons pouvoir donner le prix Goncourt au meilleur roman de l'année. C'est une chose impensable et je reconnais qu'historiquement, l'étude de la liste ne nous fait apercevoir qu'un bon Goncourt réel sur deux, peut-être même en étant optimiste. Mais, cela dit, d'abord, le point de vue du futur par rapport au passé est singulièrement favorisé. Ensuite, il y a tout l'élan qui a été donné au roman français par l'existence de ce prix Goncourt et de l'intérêt porté au roman et aux lettres françaises en France et à l'étranger. Il ne faut pas oublier que, si mauvaise que soit cette institution, elle a été calquée par près de 3000 prix littéraires en France, plus ou moins heureux les uns derrière les autres, et par des centaines et des centaines à l'étranger. Ce qui prouve qu'il doit y avoir quand même quelque chose. Alors ça, c'est la première chose. Je n'esquive pas votre question, j'y viens tout simplement. Nous venons de traverser une période de crise. L'Académie Goncourt a été une succession de crises, je le reconnais facilement, mon cher Audouard, c'est exact. D'abord parce que les écrivains sont assez naturellement des individualistes quand ils ne sont pas des anarchistes ou des êtres plus ou moins asociaux. Ils comprennent horriblement mal les problèmes à caractère économique, à caractère juridique, et peut-être aussi un certain nombre de problèmes littéraires. Ce sont des hommes de caractère et de mauvais caractère. Armand Lanoux, je m'excuse, il nous reste une minute. Alors il y a une question, on vient de parler d'éditeurs. Est-ce qu'il y a des interventions des éditeurs? Est-ce qu'on s'arrange pour qu'à tour de rôle ce soit un éditeur plutôt qu'un autre? Non, certainement pas, non. Mais toute force qui existe fait une pression naturelle par tous les moyens légaux qui sont dans la possibilité. C'est humain, ça. Ça existe, non, ça, je voudrais dire un mot. Ce qui me choque, ce n'est pas que sur 70 Goncourt, la maison Gallimard en a eu 24. Ce qui me choque,
c'est sûr que sur les 24 Gallimard, il y en a eu 22 qui ne valaient rien. C'est ça qui m'épouvante. Et cela vient du principe même de l'Académie Goncourt. Vous rassemblez 10 personnes de grand talent, je n'en disconviens pas, et qui chacune a leur opinion, et après, vous dites, celui qui a 5 voix plus celle du président, c'est le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire, le meilleur livre de l'année? Une carrière, ça se fait sur une durée, ça ne fait pas sur la décision de quelques personnes. Et en plus, vous avez eu la chance que ces dernières années, 7 de vos membres soient morts, mais les écrivains aussi vieillissent, et un jour, vous finirez dans le fauteuil de Rosny Aîné. Vous comprenez, les écrivains eux-mêmes, ils deviennent gâteux. Oui, on n'y peut rien. Deux mots. Oui, deux mots. D'abord, c'est nous sommes 10, ce qui est très grave au point de vue de la loi des grands nombres. Ensuite, lundi, si vous voulez, soyez certains, ce problème de maison d'édition ne joue plus. Il y a quelque chose de changé, en ce sens que l'Académie Goncourt, provisoirement, est assainie et se trouve dans une situation d'impartialité et d'objectivité. Bien, je vous remercie. Écoutez, nous verrons lundi ce qui se passera exactement. J'avais les noms des favoris, j'ai pas le temps de vous les donner, à part, si je vais vous les citer quand même rapidement, Bodard, Bataille, Clément, Suzanne Proulx, Charles Chessex, Patrick Grinville et Roger Châteauneuf. Il y en a 7 pour l'instant, il peut toujours y avoir un outsider. Nous allons maintenant, peu probable. Nous allons maintenant à la bourse où Gérard Vidalange, il semble que l'or soit en remontée ce matin. Une autre. Oui, Jean-François, ou plus exactement, disons que la baisse de l'or a été enrayée, a été arrêtée. Il y a un petit redressement de l'or, puisqu'il se situe autour de 20 centimes pour le Napoléon, alors que le lingot a un petit peu baissé, 13 695 contre 13 715. Il s'avère bien que certains ont parlé un peu vite de la fin du mythe de l'or, à la fin du fétiche barbare. Je pense que l'or, au contraire, risque encore d'occuper une place très importante dans les placements, car il y a une thésaurisation qui est considérable chez les particuliers, et il y a également une demande d'or industrielle qui explique que justement il y a eu un déséquilibre sur le marché de l'or. Et puis alors il y a une controverse actuellement qui s'établit entre les banques centrales. Les Américains disent, eh bien normalement les banques centrales ne devraient acheter sur le marché libre que si le prix de l'or est inférieur au prix officiel, le prix libre bien entendu, le prix officiel est de 42,22 $, alors que les Français disent, pas du tout, nous pouvons intervenir dans les deux sens, donc nous pouvons intervenir, acheter et vendre au prix actuel ou à un prix dérivé du marché libre. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la rente Giscard, l'emprunt 4,5%, aujourd'hui cet emprunt a légèrement monté, 267,50 contre 266,60. Il y a un marché d'ailleurs très animé, 500 000 titres ont été échangés en 5 bourses, et un élément maintenant qui est quasiment officiel, la valeur de reprise de l'emprunt est établie à 337 francs 90, c'est-à-dire que les notaires, pour le paiement des droits de mutation, pourront décompter les rentes Pinet, les rentes Giscard à 337 francs 90, alors que le cours actuel est de 267 francs 50. Donc évidemment, ceci est un facteur de hausse pour la rente. Les valeurs françaises sont en baisse aujourd'hui de l'ordre de 1,5%. C'est d'ailleurs l'indice Capeliès de 13 heures qui me le souligne. Pourquoi la bourse de Paris baisse-t-elle? Eh bien, la bourse s'aligne sur la tendance des grandes places internationales, à New York, à Londres, à Amsterdam, à Zurich, à Francfort. Les bourses sont malades en quelque sorte de l'inflation. On s'aperçoit que les économies occidentales ont beaucoup de mal à régler ce problème. Et avec la crise de l'énergie, bien entendu, cette crise s'ajoute aux difficultés venant de l'inflation. Des nouvelles boursières intéressantes après Moulinex et les skis Rossignols. Voici que Viniprix annonce qu'elle a l'intention de diviser ses titres. Je précise pour les skis Rossignols que hier j'ai dit que la société envisageait une division par 10 de ses titres. Aucune décision n'a encore été prise. Bonne nouvelle également qui nous vient de l'Extrême-Orient. Une société comme l'Air Liquide va vendre une usine d'oxygène aux Chinois. C'est une commande très importante. Et Eurafrep, en Indonésie, a découvert des indices de pétrole extrêmement prometteurs. Une introduction à la bourse de Paris, c'est celle de Treylor. Treylor occupe une place très importante sur le marché français des semi-remorques, 30% du marché. Et c'est une société donc qui enrichit la cote de la bourse de Paris. À vous, Jean-François Robinet.
Eh bien, rien d'autre à ajouter. Prochain rendez-vous à 19h45. Bonne journée.